9098, vous êtes à l'écoute du Spacecast. On est avec vous jusqu'à 22h. Sur quoi que ce soit, vous savez comment nous rejoindre. Camille, au courant des dernières semaines, on a parlé ensemble du projet de loi C-21, mais force est d'admettre qu'on s'est beaucoup plus penché sur l'aspect Airsoft, étant donné que je pratique ce magnifique sport puis que j'aime ça. De mon côté, je trouve ça complètement odieux puis borderline clownesque, là, honnêtement. Tu sais, ça ressemble à une arme d'assaut. Premièrement, qu'est-ce qu'une arme d'assaut? Là, je veux dire, un assaut, c'est comme une action. Fait que, comment une arme, tu sais, c'est pas mal ce que tu décides de faire avec l'arme. J'ai pour mon dire que tout peut en devenir une. Là. C'est pas mal, je pense que c'est un no-brainer. Tu sais, si je décide de te tuer avec le micro que j'ai en face de moi, là, voici un micro d'assaut. Là, je comprends que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je me comprends. Pour parler de l'aspect qui touche, parce que ça m'a été mentionné par certains de nos auditeurs que, oui, on touchait l'aspect Airsoft rien qu'en masse, puis c'est clair, mais il y a quand même des gens qui nous écoutent qui sont des chasseurs, qui sont des collectionneurs d'armes, qui sont également des gens qui pratiquent le tir sportif. Et je pense à mon monsieur Carl qui m'appelle souvent dans le Lascar à ce sujet. Lui, c'est un gars, il va aux États-Unis, puis il est vraiment, vraiment impliqué dans ce sport-là. Lui, le tir sportif, puis c'est une épée de Damoclès pour tout le monde au-dessus de la tête. On a l'impression que ce sont des démarches qui ne finissent plus. Hein? C'est à pas de tortue, là, cette histoire-là, ce suspense infini. Puis j'en ai parlé un peu avec Guillaume de Surplus Militaire Pont-Rouge quand il est venu nous voir, mais moi, je regarde les oppositions aller, puis j'ai pas tant l'impression que mon intérêt est représenté. J'ai l'impression que l'opposition sert plus à peaufiner justement le désir des libéraux que représenter peut-être les gens qui auraient des amendements à dire. Ou, je vais te faire une imitation de l'opposition, là, c'est... C'est tape le ventre. Ouais. C'est exactement la même position qu'un kid de 16-17 ans dans un cégep, dans une école secondaire qui s'est couché trop tard. Qui fait le mort, exactement. Ouais, qui dort. Regarde, pour en apprendre un petit peu plus davantage justement sur l'aspect arme à feu, là, au-delà du airsoft qu'on a couvert rien qu'en masse, on va parler avec un homme qui est dans les médias depuis quand même un bon nombre d'années quand il est question d'armes à feu. Justement, c'est un spécialiste des armes à feu. Il s'appelle Guy Morin. On va aller le rejoindre. Monsieur Morin, bonsoir. Oui, salut, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous un vendredi soir, très apprécié. Ça fait plaisir. Premièrement, je vais vous poser la question parce que vous êtes reconnu pour votre implication puis votre spécialité dans les armes à feu. Combien vous en possédez? Selon certains, un peu trop. Selon d'autres, pas assez. Mais je te dirais que j'en ai plus qu'il en faut. Et présentement, j'en ai plus de la moitié présentement qui sont dans la liste des libéraux présentement. Ah ouais, OK. Puis vous, la raison pour laquelle est-ce que c'est de la collection? Est-ce que vous pratiquez le tir sportif? C'est dans quel dessin que vous les avez? Moi, c'est vraiment une question de tir sportif. Je suis pas un grand chasseur. Je te dirais qu'au nombre que j'ai, on pourrait peut-être parler de collection aussi. Okay. Mais moi, je suis vraiment un tireur sportif. Moi, ce que je fais surtout, c'est de l'IPSC, c'est du 3-gun, c'est QB. Moi, je suis vraiment là-dedans et je te dirais que nous, depuis le 1er mai 2020, je te dirais que les activités au niveau du CQB et du 3-gun sont de plus en plus restreints. Parce qu'on n'a presque plus de modèle avec lequel on peut faire notre sport. Ben oui, j'imagine, parce que c'est ça, pour faire du CQB, ça te prend de quoi de pas trop long, fait que faire ça avec une arme de chasse, c'est pas vraiment l'idéal, du CQB, là? Ben, c'est sûr, tu sais, puis écoute, nous, dans le fond, c'est que ces deux sports-là, CQB et 3-gun, se faisaient vraiment avec une carabine de type AR-15. Ouais. C'est vraiment dans le semi-automatique avec des chargeurs détachables. Fait que c'est sûr que nous, le décret du 1er mai 2020, ça a vraiment ça nous a refroidi beaucoup dans nos activités. J'imagine. Je vais vous poser une question vraiment moi, je suis loin d'être un connaisseur comme vous. Je suis plus un intéressé, puis j'aimerais ça éventuellement en posséder des armes à feu, puis j'aimerais ça faire du tir sportif éventuellement. Sauf que là, avec la loi C-21 en face de moi, ça me fout à chienne, pas à peu près, puis j'ai peur d'investir du temps et de l'argent pour rien pantoute. Fait que c'est pour ça que je suis un peu sur hold. Mais je vais vous poser la question suivante. C'est quoi la différence entre un M4 puis un AR-15? Ben écoute, la différence, c'est pas compliqué. Ça se ressemble beaucoup comme arme. Côté esthétique, ça se ressemble, c'est vraiment identique au niveau esthétique. La différence, c'est que quand on parle de M4, on parle plus d'une arme vraiment militaire qu'on va pouvoir tirer de l'automatique avec. Et c'est sûr que des armes militaires, ben c'est fait plus robuste aussi, là.
Nous, les armes, les AR-15 qu'on utilise, les AR-15 civiles qu'on a, c'est des armes semi-automatiques qui tirent un coup à la fois, qu'on va améliorer pour être plus précis pour un paquet de choses, mais c'est pas une arme que les militaires voudraient avoir sur le champ de bataille parce que ils ne seraient pas certains de se rendre jusqu'au bout. Je comprends. OK, donc il n'y a pas de sélecteur. Il n'y a pas de sélecteur pour tomber en full automatique, dans le fond, sur un AR-15? Non, c'est simplement un sélecteur pour être en semi-automatique. Ah, OK. Tu sais, quand on parle de mitraillette, puis quand on parle d'armes d'assaut, comme tu as dit tantôt, j'ai bien aimé l'assaut, c'est une action. Tu sais, une fourchette, c'est une fourchette pour manger, mais si je t'attaque avec une fourchette, c'est une fourchette d'assaut. Là. C'est une action. Bon, ben, une arme d'assaut, c'est une arme pour passer à l'assaut, c'est une arme militaire, mais des armes d'assaut au Canada, ça n'existe pas. Les seules armes qu'on pourrait dire c'est des armes d'assaut, ben ils ont toutes été prohibées il y a 30 ans à peu près. On parle de toutes les armes automatiques au Canada qu'on n'a plus le droit d'avoir. OK. Quand on parle de légiférer? Oui, merci. Quand on parle de légiférer, justement, au Canada, depuis un certain nombre d'années, il y a une espèce de focus sur le AR-15. Comment vous l'expliquez au-delà de... Moi, j'ai l'impression que c'est juste axé sur le physique puis le look de l'arme, puis ça fait penser à Call of Duty à trop de monde, là. Ben écoute, c'est parce que le problème au Canada, c'est que, écoute, le AR-15 au Canada, en partant, c'est qu'une arme qui est arrivée sur le marché en 1959. Okay. Depuis 1959 au Canada, il n'y a jamais eu aucune tuerie de masse qui a été faite, même une fusillade qui a été faite avec un AR-15 légal. Ça n'a jamais arrivé. Et la raison simple, c'est que le AR-15 au Canada, c'est l'arme la plus compliquée à avoir, c'est l'arme la mieux contrôlée, la plus réglementée qu'on a présentement. C'est une arme restreinte, on peut juste l'utiliser dans un champ de tir. Et vu que c'est une arme qui est justement compliquée à garder, à posséder, ben il n'y a pas un grand nombre de personnes qui les ont. Okay. Mais c'est sûr que si tu regardes le AR-15, ben, il y a une mauvaise presse parce qu'aux États-Unis, c'est très facile d'obtenir un AR-15. Donc, oui, il y a des tueries de masse avec des AR-15 aux États-Unis, il y en a beaucoup. Puis, il y a aussi le fait que les gens au Canada, vu que nous au Québec, surtout au Québec, depuis la Polytechnique, ben, si tu fais autre chose que de la chasse, c'est comme c'est comme immoral de faire autre chose que de la chasse avec une arme à feu. Donc, ceux qui font des sports avec des armes comme des AR-15, sans dire qu'on doit se cacher, c'est pas vrai, on ne doit pas se cacher. C'est juste qu'il y a une sorte de règle non écrite où ce qu'on essaie de pas trop se faire de publicité parce que plusieurs ont peur de se montrer pour pas nuire à nos sports, etc. Ce qui fait que depuis 30 ans, on a des AR-15 qui sont présentement achetés légalement, ça va super bien, il n'y a aucun problème. Sauf que c'est sûr que je comprends très bien que quand une petite madame écoute TVA le soir, elle se fait dire cette arme-là est légale au Canada. Ben la seule fois qu'ils en ont vu, c'est en Afghanistan. Ouais. Fait que c'est sûr que ça fait peur. Sauf que c'est pas un problème. Au Canada, c'est pas un problème de manque de contrôle, c'est un problème qu'on n'applique pas les lois existantes parce que des réglementations, il y en a plus qu'il en faut. Là. Puis au lieu de rendre la situation taboue, on aurait un devoir d'information plus grand à faire là-dessus. Je poursuis dans la même lignée que les AR-15 et en réalité, le programme gouvernemental du rachat d'armes. C'est qui qu'on vise exactement si la plupart de ceux qui sont en circulation ne sont même pas légaux? Ben écoute, c'est pas compliqué. Le décret du 1er mai 2020, la première liste qui ont banni les AR-15 et les variantes, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à un AR-15, autrement dit, ce qui est noir, qu'on peut mettre des petites poignées tactiques, qu'on peut mettre un chargeur détachable, etc. Et là-dedans aussi, il y avait inclus les armes semblantes, que j'appelle, des armes qui ont déjà servi à une tuerie, comme exemple la Ruger Mini 14 à la Polytechnique, le CZ585 à la Mosquée de Québec, exemple. Okay. Ben, OK, fait qu'on va là-dedans pour faire un beau symbole, dire regardez, là, ça fait peur, puis on va vous protéger. Mais au départ, avec les AR-15, on a dit on va éliminer les AR-15 et tout ce qui ressemble à un AR-15 pour éliminer les tueries de masse au Canada. Tantôt, je vous ai dit que depuis 1959,
il n'y en a jamais eu de tuerie qu'un AR-15 parce que c'est les armes au Canada les mieux contrôlées, les mieux réglementées. Alors, si tu bannis l'arme qui n'est pas un problème, tu n'auras pas moins de tuerie, à moins qu'on tombe dans le négatif, puis ça m'étonnerait. Non, exactement, ça te surprendrait qu'il y a des gens qui reviennent en vie. Là. Puis quand on parle des armes qui ont déjà servi, exemple la Mini Ruger, la Mini 14, qui a servi à la Polytechnique, ben ça fait 30 ans, ben ça va bientôt faire 33 ans dans les prochains jours. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas l'histoire de la Polytechnique. Mais dans la Polytechnique, dans le rapport du coroner, c'est bien marqué textuellement que le contrôle des armes à feu n'a eu absolument aucune incidence dans la tuerie de la Polytechnique. On peut effectivement regarder Polytechnique d'un côté, mais de l'autre, je vous rappelle que l'année record de féminicide au Québec, ça a été en 2021. Et on a commencé les démarches, ça n'a pas changé. La violence reste la violence, peu importe l'arme. Là. Il y a une de ces femmes-là qui est décédée, puis c'est à coups de barre, de bâton, là, de baguette de billard. Là. Une baguette de billard d'assaut. C'est ça. J'en viens un peu là-dessus. Tu sais, là, je te parle des AR-15, des armes semi-automatiques qui ressemblent à des armes militaires qu'on a mis en réponse à on va éliminer les fusillades. Dans le fond, c'est pas de même que ça fonctionne. Puis Bissonnette, ben on s'est rendu compte que si les lois existantes, toutes les réglementations existantes auraient été appliquées comme du monde, Bissonnette n'aurait jamais dû avoir d'armes à feu. Mais au lieu d'aller là-dessus, on a été encore sur bannir les armes de poing, bannir ça. Quand on parle d'homicide, puis quand on parle de suicide par arme à feu, parce que ça, j'ai déjà entendu ça de quelques autres animateurs de radio à d'autres postes qui disent un gel d'armes de poing, comme qu'ils ont fait, pour la vente, l'importation et le transfert qu'on connaît, que présentement, plus personne ne peut acheter ou vendre des armes de poing au Canada, légal toujours. Une des raisons qu'ils l'ont fait pour arrêter les fusillades entre criminels. Mais en quoi, c'est ça que j'essaie de comprendre, en quoi bannir des armes, l'achat, la vente et l'importation d'armes légales à des gens qui ont tous les permis nécessaires va régler un problème de criminels qui s'entretuent dans les grandes villes avec des armes illégales provenant des États-Unis. Eux autres, ils vont s'y procurer de toute façon, mais non, c'est ça fait absolument aucun sens, tout ça. Là. C'est l'offre et la demande. Si tu enlèves le petit pourcentage qui vient du Canada, ben, le manque ils vont aller le chercher autrement aux États-Unis tout simplement. Puis quand on parle d'homicide et de suicide par arme à feu, ben je parle à n'importe quel policier sur le terrain qui ont déjà été sur des scènes qui avaient un homicide ou un suicide avec des armes à feu, toujours légales, ben c'est pas des armes de poing, c'est pas des armes semi-automatiques, c'est pas des armes qui ressemblent à des armes militaires. C'est des armes de chasse, des 12 pour la chasse au canard. Fait que ça passe complètement à côté de tout ça. Là. Vous me parlez des réglementations qui n'ont pas été appliquées comme il faut dans le cas, entre autres, d'Alexandre Bissonnette. C'est quoi la réglementation en tant que telle qui n'a pas été... C'est quoi le cadre actuel pour posséder une arme à feu, puis, exemple, être membre d'un club de tir, faire du tir sportif, actuellement, là, selon les lois en vigueur? Ben, selon les lois en vigueur, écoute, il faut que tu fasses tes cours de permis de possession d'acquisition d'armes à feu, un cours de PPA pour les armes non restreintes, un autre cours pour les armes restreintes. Après ça, il faut que tu fasses une demande à la GRC pour avoir ton permis. Dans cette demande-là, et c'est là qu'avec Bissonnette, il y a eu un problème. Dans cette demande-là, on demande s'il y a eu des problèmes psychologiques, si la personne avec ça. Mais, puis là, le monde va dire, wow, oui, mais tu peux marquer n'importe quoi. Et c'est pas grave, ça. Ouais, mais c'est parce qu'ils demandent des personnes de contact, des personnes de référence, dont soit la conjointe, les conjointes dans les 2 à 3 dernières années, et les personnes de référence. Dans le cas de Bissonnette, les personnes de référence, c'est ses parents. Est-ce qu'on s'entend que ses parents devaient savoir que leur fils était pas tout à fait là? Probablement. J'imagine. Ben oui, en effet. Donc, déjà en partant, il y a eu un problème là. Et après ça, on peut se poser des questions. Est-ce que la Sûreté du Québec, au Québec, parce que c'est eux qui s'occupent de ça, le contrôle des armes à feu au Québec, c'est la Sûreté du Québec, est-ce qu'ils sont en mesure, est-ce qu'ils ont les ressources de toutes faire les demandes au complet, de toutes les vérifier et de faire tous les appels? Parce que, écoute, juste au Québec, tu as environ 500 000 propriétaires d'armes à feu.
qui doivent renouveler. Déjà, en partant, quand ils demandent la première fois, ils doivent faire une première demande avec les personnes de référence, etc., qui doit être vérifiée. Ça prend environ 6 mois avant d'avoir ton permis. Okay. Même des fois, ça peut monter jusqu'à 1 an. Mais à chaque 5 ans, tu dois renouveler ton permis. Et tu dois recommencer encore avec les personnes de référence. Okay. Ah, si les personnes de référence, tu veux les changer, tu peux, mais il faut que tu leur indiques, cette personne-là, elle n'existe plus dans ma vie, donc il faut que vous preniez par exemple, ma nouvelle blonde, etc. Ça veut dire qu'à chaque 5 ans, on recommence. Alors, si on a 500 000 propriétaires d'armes à feu au Québec, ça veut dire que si à chaque année, il y en a en moyenne 100 000 qui renouvellent. On se comprend jusqu'à là? Oui, tout à fait. Le volume est quand même assez gros. Donc, oui, c'est ça. 100 000 qui renouvellent à 3 appels chaque, ça fait 300 000 appels à faire. Est-ce que vraiment la Sûreté du Québec est capable de faire ça? Aucune chance. Est-ce qu'elle a des ressources? Fait que c'est impossible. Fait que présentement, les lois qui sont là, les lois sont très bonnes, les lois fonctionnent très bien si on les applique. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de les appliquer, soit qu'on les applique pas, soit qu'on les applique mal. On les applique mal. Okay. Donc, ça donne quoi de rajouter encore plus de lois si tu n'es pas capable de le faire avec présentement ce que tu as? Ben oui, à la base, c'est rajoute une couche de législation qui sont même pas déjà capables de faire la job actuellement. C'est de faire belle jambe parce que moi, j'ai arrêté carrément quand on a commencé à parler de santé mentale. La réalité, c'est que la ressource n'est pas là. La demande est beaucoup plus grande que ce qu'on est capable de fournir. Puis ça passe par là avant tout. Il faut s'intéresser, s'attaquer au psychologique de l'humain plutôt que les objets, là, parce qu'on va se mettre à bannir les uns après les autres. Là. L'objet, souvent, peu importe l'objet, c'est un objet inerte qui ne peut rien faire que par lui-même. Donc, ça prend une personne derrière pour faire quelque chose avec. C'est ça, c'est cerveau. Donc, faut vraiment y aller dans la prévention, y aller travailler sur les personnes et au lieu de travailler ces objets. C'est vers là qu'il faut s'en aller. Mais comme je dis, c'est une question de ressources financières, une ressource humaine. On n'a pas ce qu'il faut pour le faire. Quelle est la différence entre une arme restreinte et une arme non restreinte? Une arme restreinte, c'est tout ce qui est arme de poing. Il y a quelques carabines qui sont là-dedans, comme les AR-15, exemple. Oui, okay. Ça, c'est des armes que tu n'as pas le choix, tu ne veux pas utiliser à l'extérieur d'un champ de tir ou d'un club de tir, une salle de tir. Donc, tu ne peux pas aller à la chasse avec, tu peux pas aller tirer en arrière de chez vous, tu peux rien faire. Donc, tu n'as pas le choix, tu les gardes chez vous, sous clé, et si tu sors pour aller tirer, il faut absolument que tu t'en ailles directement au club de tir. OK. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, allez-y, excusez-moi. Tandis qu'une arme non restreinte, c'est une arme que, dans le fond, on appelle ça plus des armes de chasse parce que c'est une arme que tu peux utiliser à peu près n'importe où sur le territoire, en autant que soit selon les règles municipales qui sont, exemple, normalement de 150 mètres d'une maison. OK. Avec les nouveautés apportées par C21, parce que là, tout ça est en train de se peaufiner. Moi, j'ai des auditeurs qui m'ont approché en me disant, même le SKS qui m'est décrit comme une arme d'entrée de gamme, ou plutôt qui permet à un bas prix de commencer à pratiquer ce sport-là. Apparemment que même ce type d'arme-là va être maintenant pris aux gens qui pratiquent ce sport-là. Comment ça prend en forme actuellement, la loi C21? Ben écoute, comme je te dis, au départ, quand ça a commencé avec les fameuses armes de guerre, les armes de champ de bataille, des armes d'assaut, là, qui ont décidé que c'était des AR-15 et des variantes. Après ça, ils ont tombé sur des armes de poing. Et dans la dernière liste, et c'est là que ça... Tu sais, dans la première liste, il y avait des armes non restreintes. Donc, il y a des armes là-dedans que tu peux aller à la chasse avec. Et il y a beaucoup de gens qui allaient à la chasse avec les armes, de certaines armes qui ont été bannies dans la première liste. Okay. Sauf que dans la dernière liste qui vient de sortir, là, on ne s'attaque plus à quelque chose qui ressemble à une arme de guerre, une arme militaire. Là, on s'attaque au mécanisme des armes. Fait que là, on s'attaque à tout ce qui est semi-automatique à chargeur détachable, qui a été construit d'origine qui pouvait prendre plus que 5 coups. Okay. On s'attaque à toutes les carabines semi-automatiques qui ont un chargeur fixe, c'est-à-dire la SKS, elle n'a pas un chargeur détachable, à moins d'avoir une crosse spéciale avec des chargeurs. Mm-hmm. Mais de base, c'est une carabine avec un chargeur fixe qui
prendre maximum 5 balles, parce que ça, c'est la loi au Canada. On ne peut pas mettre plus que 5 balles dans une arme à feu. Sauf que d'origine, la SKS, on pouvait mettre 10 balles dedans. Ah oui, OK. Donc, à cause de ça, vu que son chargeur d'origine qui est là s'applique, le problème, c'est qu'on n'est pas capable de les appliquer, soit qu'on les applique pas, soit qu'on les applique mal. On les applique mal. Okay. Donc, ça donne quoi de rajouter encore plus de lois si tu n'es pas capable de le faire avec présentement ce que tu as? Ben oui, à la base, c'est rajoute une couche de législation qui sont même pas déjà capables de faire la job actuellement. C'est se faire belle jambe parce que moi, j'ai arrêté carrément quand on a commencé à parler de santé mentale. La réalité, c'est que la ressource n'est pas là. La demande est beaucoup plus grande que ce qu'on est capable de fournir. Puis ça passe par là avant tout. Il faut s'intéresser, s'attaquer au psychologique de l'humain plutôt que les objets, là, parce qu'on va se mettre à bannir les uns après les autres. Là. Ben, l'objet, souvent, peu importe l'objet, c'est un objet inerte qui ne peut rien faire que par lui-même. Donc, ça prend une personne derrière pour faire quelque chose avec. C'est ça, c'est cerveau. Donc, faut vraiment y aller dans la prévention, y aller travailler sur les personnes et au lieu de travailler ces objets. C'est vers là qu'il faut s'en aller. Mais comme je dis, c'est une question de ressources financières, une ressource humaine. On n'a pas ce qu'il faut pour le faire. Quelle est la différence entre une arme restreinte et une arme non restreinte? Une arme restreinte, normalement, c'est tout ce qui est arme de poing. Il y a quelques carabines qui sont là-dedans, comme les AR-15, exemple. Oui, okay. Ça, c'est des armes que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas utiliser à l'extérieur d'un champ de tir ou d'un club de tir, une salle de tir. Donc, tu peux pas aller à la chasse avec. Tu peux pas aller tirer en arrière de chez vous. Tu peux rien faire. Donc, tu n'as pas le choix. Tu les gardes chez vous, sous clé. Et si tu sors pour aller tirer, il faut absolument que tu t'en ailles directement au club de tir. OK. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, allez-y, excusez-moi. Tandis qu'une arme non restreinte, c'est une arme que, dans le fond, on appelle ça plus des armes de chasse parce que c'est une arme que tu peux utiliser à peu près n'importe où sur le territoire, en autant que tu sois selon les règles municipales qui sont, exemple, normalement de 150 mètres d'une maison. OK. Avec les nouveautés apportées par C21, parce que là, tout ça est en train de se peaufiner. Moi, j'ai des auditeurs qui m'ont approché en me disant, même le SKS qui m'est décrit comme une arme d'entrée de gamme, ou plutôt qui permet à un bas prix de commencer à pratiquer ce sport-là. Apparemment que même ce type d'arme-là va être maintenant pris aux gens qui pratiquent ce sport-là. Comment ça prend forme actuellement, la loi C21? Ben écoute, comme je te dis, au départ, quand ça a commencé avec les fameuses armes de guerre, les armes de champ de bataille, des armes d'assaut, là, qui ont décidé que c'était des AR-15 et des variantes. Après ça, ils ont tombé sur des armes de poing. Et dans la dernière liste, et c'est là que ça... Tu sais, dans la première liste, il y avait des armes non restreintes. Donc, il y a des armes là-dedans que tu peux aller à la chasse avec. Et il y a beaucoup de gens qui allaient à la chasse avec les armes, de certaines armes qui ont été bannies dans la première liste. Okay. Sauf que dans la dernière liste qui vient de sortir, là, on s'attaque plus à quelque chose qui ressemble à une arme de guerre, une arme militaire. Là, on s'attaque au mécanisme des armes. Donc là, on s'attaque à tout ce qui est semi-automatique à chargeur détachable, qui a été construit d'origine qui pouvait prendre plus que 5 coups. Okay. On s'attaque à toutes les carabines semi-automatiques qui ont un chargeur fixe, c'est-à-dire la SKS, elle n'a pas un chargeur détachable, à moins d'avoir une crosse spéciale avec des chargeurs. Mm-hmm. Mais de base, c'est une carabine avec un chargeur fixe qui prend maximum 5 balles, parce que ça, c'est la loi au Canada. On ne peut pas mettre plus que 5 balles dans une arme à feu. Sauf que d'origine, la SKS, on pouvait mettre 10 balles dedans. Ah oui, OK. Donc, à cause de ça, vu que son chargeur d'origine qui est là peut mettre 10 balles, mais on ne peut pas le faire parce qu'il est bloqué, bien, à cause de ça, elle tombe dans la liste comme bannie. Et c'est tellement niaiseux que ceux qui disent que présentement leur arme n'est pas dans la liste, ça veut pas dire qu'elle sera pas bannie. Exemple, moi j'ai une belle petite carabine, une belle petite 22 avec un chargeur de 10 coups. Si ma carabine n'est pas dans la liste présentement. Sauf que dans le C21, il y a une clause qui dit que tout chargeur d'une capacité d'origine de plus de 5 cartouches va être banni.
Fait que ça veut dire que ma carabine est pas bannie, mais si je mets un chargeur dedans, elle tombe un objet prohibé. Ben oui. Fait que tant qu'elle est vide, en fait, c'est ça? Comment? Tant qu'elle est vide, tu peux la regarder puis la polir. C'est ça. Et si tu mets un chargeur dedans, vu que le chargeur d'origine est de plus de 10 coups, ben ton arme devient prohibée. Fait que tu peux aller en prison, tu es passible de 10 ans. Ben oui, ça va criminaliser du monde. Ben oui, pour absolument rien. Puis là, il y en a qui disent, ben écoute, vous avez juste à acheter des chargeurs de 5 coups. Le problème, c'est que sur le marché présentement, les chargeurs de 5 coups et moins n'existent pas. OK, bon. Fait que c'est une petite crosse comme ça. Fait qu'achetez-vous des bibelots. Achetez-vous des bibelots, des armes, puis regardez-les. Puis là, il y en a plusieurs qui ont des armes qui datent de plusieurs dizaines d'années, qui ont été données en héritage, comme une belle Lee Enfield calibre 303. Ben, la calibre 303, malheureusement, elle va tomber là-dedans, même si elle n'est pas dans la liste. Pourquoi? Parce qu'ils ont un chargeur de 10 coups d'origine qui est de plus de 5 coups. Mais et eux, leur espoir au gouvernement, c'est quoi? C'est que les gens redonnent leur arme au gouvernement, puis le gouvernement vont dédommager monétairement les détenteurs d'armes à feu? C'est quoi leur objectif? Ben, on n'a absolument aucune idée où ce qu'ils s'en vont avec ça. Il était supposé d'avoir un rachat, c'est pas encore fait. Mais écoutez, un rachat obligatoire, c'est impensable. Un rachat sans être obligatoire, peut-être. Mais écoutez, on parle de milliards. Là. Ben oui, ben oui. En tout cas, écoutez, calculez que juste au Canada, en armes à feu, il y a au-dessus de 20 à 30 millions d'armes à feu. Il y en a à peu près la moitié avec le C-21 qui serait touché. Faites le calcul, puis on va comprendre que ça n'a aucun sens. Non, c'est ça. Je comprends que Trudeau, l'argent, c'est pas un problème, là, mais quand même, il y a quand même des limites. Non, c'est sûr que pour Trudeau, il n'y a jamais de problème avec l'argent. Mais dans le Spacecast, on va se faire une émission de surveiller à toutes les semaines le site de Surplus GC pour voir si le gouvernement va pas faire une passe de cash avec les armes. On va se mettre à vendre des guns. Ah oui, les guns qui ont pris au monde. C'est ça, on va surveiller ça. Ça serait pas surprenant. Mais c'est tout ça, mais c'est aussi le fait que, malheureusement, je te dirais, sur tous les propriétaires, il y a au moins, il y a plus de 75% des propriétaires qui ont aucune idée de ce qui se passe, qui ont aucune idée des lois. Ceux qui ont des armes restreintes, ben, c'est ceux qui sont un petit peu plus poignés dans le tordeur, mais ceux qu'on appelle plus les chasseurs, qui vont à chasse, qui ont des armes de chasse, ils n'ont pas beaucoup de réglementations qui viennent autour, donc ils connaissent pas vraiment ça, ils savent pas c'est quoi, ils sont pas au courant, puis on va criminaliser des gens pour absolument rien. Juste là, 3 semaines à peu près, sur mon Facebook, il y avait un gars qui était bien fier de c'était ses premières fois qu'il allait à la chasse à perdrix. Il était super fier. Il s'est pris une photo, s'est mis sur Facebook. Dans sa main gauche, il avait sa perdrix. Dans sa main droite, il y avait un Daria MK12, qui est un 12 semi-automatique à chargeur détachable. Ben, son Daria, ça fait 3 ans qu'il est prohibé. Ah, non. Fait que ce gars-là, s'il serait tombé face à face avec un policier ou avec un agent de la faune, un bon bureaucrate qui suit le livre, ouais. Ben, il aurait saisi sa perdrix, il aurait saisi son gun, il aurait saisi son char, il l'aurait accusé de possession d'armes prohibées, d'utilisation d'armes prohibées, puis il aurait sûrement mis des accusations de braconnage là-dessus, tant qu'être parti. Ouais, ça fait cher l'assiette de fer volard. Incroyable. Ouais. Il y en a mais si ça passe, c'est vraiment vers là qu'on s'en va. On va faire des criminels administratifs avec des gens qui ont absolument rien de criminel. Mais à part se faire belle jambe, là, puis dire on combat, même si c'est... On combat la violence. On combat la violence, même si on se rend compte en vous écoutant que ça fait... Tu sais, que c'est pas factuel, là. À part se faire belle jambe, là, il n'y a pas réellement un objectif concret derrière tout ça? Absolument pas. C'est vraiment du symbole. C'est vraiment, en fait, c'est de l'idéologie basée simplement sur l'émotion pour plaire à des personnes peut-être qui sont un peu plus anxieuses puis qui pensent vraiment qu'on va régler quelque chose, mais absolument pas. Puis de toute façon, c'est vraiment politique. Les libéraux font ça, dans le fond, c'est une petite guéguerre politique des libéraux qui s'amusent toujours à sortir quelque chose sur les armes à feu pour embêter des conservateurs, pour les mettre dans un mauvais pas, quelque chose de même, ou tout simplement faire oublier
les choses que Trudeau fait tout croche pour les faire oublier, tout simplement. Aux États-Unis, il y a le deuxième amendement. Est-ce qu'au Canada, il y a une réglementation quelconque qui protège les détenteurs d'armes à feu? Malheureusement, on a déjà eu une sorte de deuxième amendement au Canada. Mais dans les 30 dernières années, c'est une chose qu'on a perdue. Dans les 30 dernières années, la Cour suprême a statué que posséder une arme au Canada, c'était un privilège et non un droit. Oh, okay. Et alors, ça, c'est de un, la première chose qu'on a perdue. La deuxième chose qu'on a perdue, c'est que avant, on avait le droit de posséder une arme au Canada pour la défense personnelle. Ah. Mais aujourd'hui, même chose, aujourd'hui, la défense personnelle n'est plus une bonne raison de posséder une arme au Canada. Donc, dans le fond, présentement, notre problème, nous autres, les propriétaires d'armes à feu, c'est qu'on se bat pour garder un privilège qui n'est qu'un loisir. OK, je comprends. Fait que là, ils vous font passer pour ton loisir versus la violence que ça engendre. Oui, puis l'argument de la sécurité, si c'est bon pour Pitou, si c'est pas bon pour Pitou, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, ça devrait pas être bon pour le gouvernement non plus, là. C'est ça. Puis écoute, c'est là qu'on est. Fait qu'on on essaie de défendre un privilège qui est un loisir. Puis si le privilège est autre que la chasse, ben c'est mal vu, c'est immoral. Puis écoute, depuis à peu près 3 ans, les partis libéraux fait tout son possible pour viser les propriétaires d'armes à feu, les tireurs sportifs qui font du CQB, du 3-gun, qui font des choses avec des armes qui ressemblent à des armes militaires pour les faire passer pour des milices d'extrême droite, qui s'entraînent, etc. Les partis d'opposition, eux autres, les partis d'opposition, est-ce que vous sentez qu'ils travaillent dans la bonne direction? Moi, je suivais ça un petit peu en lien avec le Airsoft, comme je disais en entrée de jeu. J'ai vu que les gens du Parti québécois, pas du Parti québécois, excusez, du Bloc, pendant un bout de temps, semblaient travailler sur des pistes de réponse qui avaient un certain bon sens. Je parle pour les sportifs qui aiment le Airsoft, mais j'ai arrêté de suivre ça en cours de route. De votre point de vue à vous, comme détenteur de réelles armes à feu, les oppositions, ça dit quoi? Ça dit pas grand-chose. Présentement, les oppositions, vous avez le NPD, vous avez le Bloc, vous avez le Parti conservateur. Le Parti conservateur, écoutez, c'est tel que tel. Le Parti conservateur est complètement contre ce dossier-là, évidemment, sauf que malheureusement, ils peuvent rien changer par eux-mêmes. Et le Parti libéral, de leur côté, ils ont l'approbation quasiment tout le temps du NPD et du Bloc. Même le Bloc, lui, Le Bloc, lui, sa mentalité avec le C-21, c'est un bon pas vers l'avant, mais ce n'est pas assez. C'est toujours ça. Quand il y a eu la première liste, le premier décret du 1er mai, le Bloc québécois a dit, c'est un bon pas vers l'avant, mais ce n'est pas assez, ça prend un rachat obligatoire. C'est vrai, ça, c'est vrai. Quand il y a eu le C-21, ils ont dit, c'est un bon pas par en avant, mais ce n'est pas assez, il faut aller plus loin. Quand il y a eu le gel des armes de poing, ils ont dit la même chose. C'est un bon pas par en avant, mais ce n'est pas assez. C'est toujours ça. Et là, cette semaine, ce qui est arrivé avec la dernière liste, puis en passant, ceux qui tirent du Airsoft, etc., le Bloc a été de votre bord pendant un bon bout parce que vous étiez la saveur du jour, tout simplement. Puis ça pouvait leur emmener des votes. Et là, présentement, le Bloc, avec la dernière liste, ils ont dit la même affaire quand les libéraux en comité, ils ont déposé la dernière liste, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont applaudi. Puis ils ont dit, c'est un bon pas vers en avant, mais ça va prendre un rachat obligatoire. C'est exactement ça qu'ils ont dit. Ouf, okay. Et là, quelques heures plus tard, là, ils ont fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Fait que là, présentement, ils sont en train d'essayer de rattraper les chasseurs. Et ils voient que présentement, c'est difficile de garder leur position en disant toujours que c'est un bon pas par en avant. Là, leur position est un petit peu plus dure à tenir. Puis, c'est sûr et certain que le Parti québécois, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est qu'ils vont essayer de faire des amendements pour les chasseurs, pour accommoder les chasseurs en disant, on va voter pour le C-21 si vous accommodez les chasseurs, si vous accommodez les gens de Airsoft, exemple, pour faire un peu de capital politique. Mais en fin de compte, c'est que c'est toute cette loi-là, tout ce qui est là, ça ne doit pas passer. Parce que
de toute façon, si ça passe, comme toi, t'es un tireur d'airsoft. Oui. Excuse pour le tireux, là, mais... Non, ben c'est ça. Écoute, on fait semblant, on fait piou-piou, là. C'est quand même gentil, là. J'ai des qualités à travers tout ça, là. Puis, écoute, non, tu t'entraînes, t'es une milice d'extrême droite qui s'entraîne, puis t'es sûrement blanc aussi, là. Oui. Non, c'est ça. Trois prises. Moi puis ma gang de néo-nazis, on se rejoint dans le bois, là, puis on praise Hitler. Ah oui, exact. C'est en plein ça. Mais tu sais, ce que l'on doit comprendre, c'est que ceux qui tirent du airsoft et les chasseurs qui viennent de se réveiller, qui se disent, bon, le Bloc va faire un amendement pour essayer de nous sauver, ben malheureusement, peut-être ça ne marchera pas. Et si ça marche, oui, ils vont sauver une partie en vous donnant un petit peu plus de fil à retordre, plus de réglementation, etc. Le bout orange, puis toutes c'est ça, mais là, ce qui va arriver, c'est que le C-21 va passer comme qui va être voté, puis il va y avoir une autre étape, puis il va y avoir une autre étape, puis vous allez revenir là-dedans. Vous aurez jamais le choix. Nous, ça fait les tireurs sportifs, c'est qu'on est toujours les premiers à être visés par ces affaires-là. Puis on comprend la game. À chaque fois qu'on est visé, dans les premiers temps, on a toujours voulu, OK, correct, on va essayer de prendre des arrangements, mais on se rend compte qu'à chaque fois qu'on négocie, ben ça finit qu'on a perdu une partie, et le lendemain matin, première affaire qu'on sait, c'est qu'on se fait dire, ben c'était un bon pas par en avant, mais ce n'est pas assez, fait qu'on recommence. Fait que c'est toujours la même chose. Fait que là, un bon coup, il va falloir que tous les gens qui ont des armes à feu, qui sont des propriétaires d'armes à feu ou des répliques d'armes à feu, on est tous dans le même bateau. Fait que si tout le monde essaie de sauver leur cul à eux seuls, ben on va tous perdre nos culottes en même temps. C'est ça qui va. Un jour, il va falloir simplement comprendre que on peut pas garder cette loi-là. Quand une loi est bonne, elle est bonne. Quand une loi est mauvaise, il faut pas que cette loi-là apparaisse. En tout cas, les libéraux, il ne faut pas qu'ils apprennent l'existence du battlefield qui a lieu à Sainte-Marguerite-en-Beauce. On était quand même 600 néo-nazis à la même place. Très inquiétant pour eux autres. En terminant, M. Morin, je vous pose la question que je lançais en entrée de jeu quand on a commencé à se parler. Moi, j'hésite. Est-ce que je commence à déplier de l'argent? Est-ce que je commence à déplier du temps à faire? Vous me l'avez dit, c'est plein d'étapes avant de posséder une arme à feu. Ça m'intéresse, j'ai le goût. Mais là, à l'heure de tout ça, c'est 21, ça me rend insécure. Vous, comme spécialiste, est-ce que vous me conseillez d'aller de l'avant ou d'attendre? Moi, je te dirais, fonce dans le tas, fais ce que tu as à faire, va chercher tes cours, va chercher tes permis. De toute manière, ça sera pas perdu si on gagne. Si on gagne pas, ben, tu vas les avoir. Et je te dirais que malheureusement, ceux qui tirent du airsoft, peut-être vous n'aurez pas le choix d'aller les chercher si ça continue de même. Mais veux-tu vraiment déterrer ton passé? Oui, mon passé trouble. C'est n'importe quoi. À Sainte-Marguerite-en-Beauce, tout ce qui s'est passé là-bas doit rester secret. M. Morin, un gros merci de nous avoir parlé ce soir. Il y avait une job de l'explication ABC à faire avec moi là, pour bien comprendre les différences entre autres M4, AR-15, armes restreintes et non restreintes, tout ça. Puis vous avez pris le temps, c'est très apprécié. Un gros merci. Ça me fait plaisir. C'est quelque chose, ça me rappelle. Yes, passez une bonne soirée, M. Morin. Bye-bye. À la prochaine. Merci. Au revoir. C'était Guy Morin qui est spécialiste en armes à feu avec qui on a